Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité au Gabon. Nous poursuivons justement cette série d'émissions après la déclaration des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 12 avril dernier. Avec nos invités sur ce plateau, il y a Lisiane Neher, elle est analyste politique. Et puis, il y a également Nicolas Nguema, il est vice-président du PLC, le Parti pour le Changement. Bienvenue à vous dans ce studio de Gabon 24. Merci pour l'invitation. Voilà, on parle justement des attentes des populations gabonaises. Après cette élection présidentielle, ces attentes à l'endroit du président élu, nous le savons tous, Brice Clotaire Oligui Nguema prêtera serment bientôt, en conformité bien sûr avec les dispositions légales en la matière. Mais au stade où on en est, quelles sont selon vous, d'entre deux jeux, les attentes des populations gabonaises? Je pense que les attentes des Gabonais sont très chaudes. Elles vont concerner notamment la mise en œuvre d'une politique publique qui vont répondre aux attentes sociales principalement des Gabonais. Nous allons entrer de plein pied dans un nouveau style de gouvernance parce que nous avons maintenant un régime présidentiel où le président devra être à l'œuvre et conduire par lui-même l'action gouvernementale. Donc les Gabonais s'attendent à avoir un président qui va tout de suite être sur le terrain, sur les réformes qui notamment, comme je le disais, vont toucher le social, c'est-à-dire la vie chère, les politiques publiques en termes d'éducation, de refonte de notre système éducatif. Beaucoup de choses ont déjà été faites de manière très appréciable par les gouvernements précédents, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Si nous avons de moins en moins de grèves, il y a notamment la question des curricula. Qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants pour qu'ils soient compétitifs à l'échelle internationale? Il y a également tout ce qui est économie. Nous devons relancer notre économie, structurer nos chaînes de valeur pour permettre une meilleure compétitivité de celle-ci, face notamment à notre grande dépendance sur l'industrie pétrolière et minière. Il nous faut repenser notre modèle économique, revoir également tout ce qui est parafiscalité et qui étouffe notamment les initiatives entrepreneuriales. Il faudra également très rapidement revoir tout ce qui est du fait des agences et des ministères dont les compétences se chevauchent un peu et qui parfois a ralenti l'action publique et notamment l'activité entrepreneuriale. Nous avons par exemple la CASA, la DGCC, etc., qui ont des missions qui parfois se chevauchent et qui font en sorte qu'il y a une certaine forme de parafiscalité, notamment aussi avec la mairie, les services d'hygiène, etc. Il faudra rapidement revoir tous ces aspects. Il y a également la problématique du chômage. On parle beaucoup du chômage des jeunes, mais nous avons de plus en plus de personnes de 40-50 ans qui se retrouvent en situation de chômage parce qu'elles ont soit enchaîné les CDD ou les contrats intérimaires, et des fois on se retrouve avec des pères de famille, avec des familles nombreuses qui se retrouvent en situation de chômage et qui sont encore en âge de travailler. Donc cela peut se résoudre par justement, comme je le disais, la refonte de notre économie, par la structuration des chaînes de valeur. L'État a déjà fait un gros effort en investissant par exemple dans le secteur pétrolier au niveau de la production, mais il y a toute une chaîne de valeur. Il y a la distribution, il y a la transformation. Oui, il y a également des industries comme celle du gaz qui sont encore très peu exploitées au niveau du Gabon. Autant de choses qui devront permettre à ce que les Gabonais se retrouvent. Il y a également tout ce qui a les politiques publiques en rapport avec l'énergie, comme vous le disiez, l'adduction en eau et en électricité, qui devient un problème dans le quotidien des Gabonais. Il faudra également que le président de la République très rapidement tienne un discours franc envers ces populations pour leur faire un état global des choses. S'il faut que nous serrions la ceinture ou que nous soyons patients vis-à-vis de l'action publique concernant certains domaines où, malgré toute la bonne volonté de nos gouvernants, il va falloir être un peu patient le temps que des investissements lourds soient faits. Il faudra alors que la parole publique s'exprime pour expliquer aux Gabonais qu'il va falloir qu'ils soient patients. Mais toujours est-il que le président de la République, d'ailleurs, l'a reconnu lors de son discours le lendemain, ce lundi matin à la montée des couleurs, que la détresse des Gabonais, c'était ces mots, est urgente et qu'il va s'y atteler très rapidement. Je pense que de façon ramassée, c'est là où se situent les attentes des populations notamment.
D'accord, c'est votre mot introductif. Nicolas Nguema, votre avis justement, en ce qui concerne ces attentes des Gabonais. Alors, je pense que la première attente des Gabonais s'est faite le 12 avril dernier, c'est-à-dire une élection transparente et apaisée. Il faut savoir que, pour le commun des Gabonais, depuis 1993, il n'y a jamais eu une élection transparente au Gabon. De 1993 à 1998, en 2005, en 2009. Et le clou du spectacle fut 2016 et 2023. Aujourd'hui, les Gabonais, dans l'une de leurs attentes majeures, le respect du choix de leur vote a été atteinte. C'est quand même quelque chose d'historique dans notre pays, que en moins de 24 heures, nous obtenions des résultats transparents d'une élection qui ne souffre d'aucune contestation sur le territoire national et à l'international. Aucun dispositif de quadrillage de la ville n'a été mis en place au soir de cette élection. Pas un pneu brûlé, pas un seul blessé, pas un magasin pillé ou pris d'assaut pour faire des courses en attendant une quelconque contestation. Je pense que ça, c'est à féliciter et personne ne s'attendait à la rapidité de la présentation de ces résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où nous pouvons dire qu'après élection, c'est un très bel exemple pour l'Afrique en général et pour le monde en particulier. Nous avons beaucoup d'attentes, effectivement. Les populations sont confrontées, comme le président le sait très bien, à d'énormes difficultés qui n'ont jamais été prises en considération durant les 15 dernières années écoulées. Mais aujourd'hui, nous avons vu qu'en 18 mois, le chef de l'État a pris certaines mesures et a essayé de changer le quotidien des Gabonais. Il y a effectivement un véritable problème au niveau du logement, en zone urbaine et en zone périurbaine, où l'accès à l'eau et à l'électricité est très difficile. Le problème de l'éducation est un problème qui remonte bien avant les 15 dernières années, certes, mais ça a été amplifié par justement un manque d'investissement dans l'éducation dû à un manque de volonté réelle et sincère d'investir dans cette jeunesse. Nous avons vu que durant ces dernières années, ces 15 dernières années, les budgets d'investissement au niveau de l'éducation nationale étaient consécutivement décroissants dans leur taux d'exécution, aussi bien au niveau de l'éducation, au niveau de la santé et tout ce qui va avec. Ce n'était pas la priorité car les dirigeants de l'époque n'étaient pas sincères. Aujourd'hui, nous pouvons constater la sincérité du président Brice Clotaire Oligui Nguema qui pose des actes très clairs et qui est en adéquation d'ailleurs avec la nouvelle constitution. Ça s'est vu hier d'ailleurs lors de sa première prise de parole à lever des drapeaux, comme Madame le disait, avec un régime présidentiel. C'est quelqu'un qui tranche et qui prend des décisions. Il ne se cache pas derrière un Premier ministre, comme c'était le cas pendant les 50 dernières années. Aujourd'hui, effectivement, il y a énormément de réformes qui doivent être mises en place. Il faut faire des budgets, il faut investir, structurer, mais de façon simultanée et dans tous les secteurs d'activité. Est-ce possible, quand on regarde le nombre des attentes des Gabonais, comment cela pourrait trouver des solutions? Comment trouver des solutions en 7 ans de magistère? Alors, pour trouver des solutions, à mon avis, il faudrait aller par priorité. Quelles sont aujourd'hui les attentes des Gabonais de façon pragmatique? Je pense que la première attente des Gabonais se situe au niveau de la vie chère. Aujourd'hui, un Gabonais, selon l'expression, touche son salaire. C'est-à-dire que lorsqu'il a récupéré son salaire, il a juste touché. Une fois il a payé son loyer, il a payé l'eau, l'électricité, l'école des enfants, il lui reste très peu pour atteindre la fin du mois. Et nous voyons notamment dans les institutions financières, les banques commerciales, le phénomène de la quinzaine. Les Gabonais vivent avec la quinzaine. Il faut revoir cet état de choses en allant principalement vers ceux qui impactent les Gabonais. Le coût du logement, la question du logement, la question de l'autosuffisance alimentaire. Parce que les Gabonais ont du mal à joindre les deux bouts, notamment à cause du prix élevé des denrées alimentaires, sachant que nous dépendons énormément des importations. Mais si nous continuons avec cette politique d'être à chaque fois consommateurs et non producteurs, non seulement nous créons de l'emploi dans les pays chez qui nous importons, parce qu'eux, ils augmentent leur volume de production, donc nous faisons que consommer, produire de l'emploi ailleurs pendant que nous avons du chômage et nous avons la vie chère. Donc il faudra, comme je le disais, structurer des chaînes de valeur, que ce soit dans l'agriculture,
que ce soit dans la production industrielle ou même dans la production de services. Il y a également la question, comme on disait, de où est-ce qu'on va aller trouver les ressources. Nous avons malheureusement hérité d'un taux d'endettement assez élevé. Il faudra que les personnes qui vont entourer le chef de l'État, notamment sur les questions économiques, fassent preuve d'ingéniosité pour nous permettre d'avoir des budgets conséquents et qui ne vont pas forcément aller tout dans le financement, mais plutôt dans l'investissement. Aussi voir comment attirer de nouveaux investisseurs, notamment à travers des partenariats publics-privés. Mais tout cela passe par une politique globale qu'il faudra mettre en place. Nous avons entendu, par exemple, le directeur général des impôts qui disait que les exonérations que nous offrons aux investisseurs pour qu'ils puissent investir chez nous n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est peut-être la solution de facilité. C'est pourquoi je dis les personnes que le chef de l'État qu'il va choisir pour conduire notamment tout ce qui est économie, devront faire preuve d'ingéniosité pour permettre à ceux qu'ils puissent tout de suite se mettre à l'action. Parce que malgré toute la bonne volonté, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faudra voir comment faire pour financer le développement tout en ne faisant pas exploser la dette, parce que nous avons déjà un taux d'endettement qui est assez élevé. Il faudra également régler la question de la corruption, parce que nous avons souvent pris des emprunts et cet argent-là n'a pas forcément, sous les anciens régimes, été utilisé pour le développement, mais plutôt pour l'enrichissement personnel. D'accord. Nicolas Nguema, justement, sur la même question, comment y parvenir en 7 ans? Oui, elle évoque déjà la problématique de la corruption. À côté de cela, les autres besoins sont connus. Comment Brice Clotaire Oligui Nguema devra s'y prendre? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces 20 dernières années, les différents budgets mis en place chaque année n'ont jamais été sincères. Tout part des budgets. Lorsque la loi de finances est mise en place, et précisément la loi de finances rectificative, nous avons, depuis ces 20 dernières années au minimum, eu des budgets fictifs. Nous oscillons entre 2500 et 3500 milliards. Mais dans la réalité des faits, ce n'était pas ça. Je vous prendrai un exemple très simple. On a alloué, par exemple, au ministère de l'Éducation nationale un budget d'investissement de 20 milliards. Dans l'effectivité, le ministère de l'Éducation nationale ne recevait pas ces fonds-là, recevait de façon décroissante ces 15 dernières années 10 milliards, 8 milliards, 7 milliards, d'une année à l'autre, en fonction des différents budgets. La première chose à faire pour pouvoir mettre en place des politiques publiques fiables, c'est des budgets sincères. Ce qui est attribué dans la loi de finances à tel ministère dans son budget d'investissement doit osciller entre 90 et 100% dans son effectivité, dans son exécution. Partant de là, ça va donner des marges de manœuvre pour la véritable exécution de politiques publiques dans le cadre de la vie chère. Bien évidemment, il y a énormément de choses à faire. Effectivement, pour faire baisser le panier de la ménagère, il faut investir énormément dans des industries de transformation. Et effectivement, comme Madame le disait, nous ne pouvons pas continuer à importer, à consommer et à subir les fluctuations des marchés que nous ne contrôlons pas à l'étranger. Je prendrai l'exemple très simple que nous connaissons tous, le Cameroun, juste à côté. Les commerçantes gabonaises n'ont pas une réelle autonomie, une réelle marge de manœuvre sur le bénéfice qu'elles tireront de la revente des produits qu'elles proposent au marché, car les prix sont fixés en amont. Donc effectivement, il y a de véritables investissements à faire dans l'agriculture pour importer de moins en moins, dans la transformation. Je prendrai des exemples de tout. Effectivement, nous avons Anza, par exemple, ok, mais il faut aller plus loin. La boîte de tomates concentrée, il faudrait qu'on puisse la produire ici. Et tout ce qui concerne l'agroalimentaire dans notre pays, nous produisons de l'huile. N'y a-t-il pas moyen de faire baisser, malgré tout, le prix de l'huile au Gabon? Dès lors que nous arriverons à avoir un véritable contrôle sur cette économie, nous pourrons réellement faire descendre le panier de la ménagère et nous pourrons parler de réduction de la vie chère dans notre pays. Mais il y a tellement de possibilités. C'est un domaine en réalité qui est totalement vierge dans notre pays, car ça n'a jamais réellement été fait parce que les volontés n'étaient pas là. Aujourd'hui, la sincérité du chef de l'État
nous montre à suffisance que son objectif premier, et il le disait d'ailleurs lorsqu'il était en campagne, son adversaire, c'est la vie chère, son adversaire, c'est le chômage. Et aujourd'hui, nous rentrons de plein pied dans ce nouveau challenge qui est le sien, qui est le nôtre, où chacun d'entre nous devra prendre une part active pour trouver des solutions pour améliorer le quotidien des Gabonaises et des Gabonais. Alors, au regard de tout cela, comment parvenir également à résoudre la difficulté liée à la dépendance, par exemple à l'or noir? C'est un autre facteur. On parle de la diversification de l'économie. En termes d'attente des populations, qu'est-ce qu'il a lieu de faire également à ce niveau? La diversification est très importante, bien évidemment. Je vous prends un exemple très simple. Sogara. Sogara est une usine de raffinage qui a pour objectif de servir le marché national en termes de carburant. Sogara est une société qui a plus de 50 ans, mais dont l'investissement n'a jamais été réellement fait sûr. Et aujourd'hui, le Gabon se retrouve effectivement à acheter du pétrole, enfin du carburant raffiné à l'étranger et dans des pays vraiment inattendus tels qu'effectivement le Togo. C'est quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de politique de suivi, d'entretien des infrastructures publiques qui a été mise en place, consolidée. Aujourd'hui, il faut effectivement qu'il y ait un changement, mais ce changement ne peut se faire que par la transformation. Je prendrai un exemple, Sogara, effectivement, qui n'arrive pas à couvrir le marché national de notre tout petit pays, doit être réformé. Il faut réinvestir énormément de façon à ce que cette société puisse couvrir au moins les besoins nationaux. Il faut qu'il y ait de la transformation. Il faut prôner la transformation dans tous les secteurs d'activité. Ça a commencé par le bois, effectivement, mais il faut aller beaucoup plus loin. Les produits pétroliers ne devraient plus pouvoir quitter le Gabon sans qu'il n'y ait au minimum 1 à 2 transformations. Ces 1 ou 2 transformations vont faire un plus, vont faire diminuer le chômage, bien évidemment, vont créer énormément d'emplois et vont faire baisser le coût de la vie. Il faut effectivement aller vers le solaire, bien évidemment. Il faut aller vers les énergies hydrauliques. Nous avons énormément d'eau au Gabon. Il y a beaucoup à faire. Tout part de la bonne volonté, comme je le dis depuis, et je pense que nous sommes sur la bonne voie. D'accord. Lisiane Nuer, sur la même question. Alors, sur la diversification de l'économie et partant même de l'industrie pétrolière, nous avons énormément investi dans la production, c'est ce qui nous rapporte aujourd'hui le gros des recettes qui forment notre PIB. Mais l'industrie pétrolière ne se limite pas à la production. Il faut que nous investissions, comme je disais, dans la structuration de ces chaînes de valeur-là. Il y a tout ce qui est transformation et produits dérivés. Il y a également les déchets du pétrole qui peuvent être valorisés, notamment dans le secteur de l'énergie, avec ce qui est la valorisation du gaz. Aujourd'hui, nous avons du gaz qui est produit grâce à la production du pétrole, mais qui s'envole, alors que c'est une ressource extrêmement qualitative et que nous pouvons utiliser même pour résoudre nos problèmes énergétiques, notamment en termes d'électricité. Centrales thermiques, oui. Voilà, en termes de centrales thermiques, etc. Donc, il faut également que nous puissions nous positionner sur des secteurs qui sont encore vierges. Je vais vous parler de quelque chose qui pourra peut-être étonner les Gabonais, mais nous avons dans nos forêts un produit qu'on appelle l'iboga, qui est aujourd'hui très prisé sur le marché international, notamment pour tout ce qui est traitement d'addiction aux drogues et de traitement de maladies mentales. Mais aujourd'hui, nous avons des études indépendantes qui nous montrent qu'il y a un trafic d'iboga qui se passe au Gabon et il y a même, j'ai regardé une vidéo sur TikTok d'un chercheur américain qui parlait de créer une intelligence artificielle à travers l'iboga. Donc, il y a énormément de choses à faire au Gabon. Il nous faut juste faire preuve d'ingéniosité, de nous positionner sur des secteurs où nous pouvons être les premiers, où nous pouvons être leaders, et cela sans que les efforts que nous allons mettre dans l'investissement sur ces pans de l'économie n'empiètent pas sur le social, parce que les attentes des Gabonais se situent d'abord au niveau de leur cadre de vie. Ouais. Si, par exemple, nous consentons énormément d'investissements dans ces secteurs-là et que nous négligeons l'aspect social qui est, par exemple, la santé, l'éducation, qui ne sont pas peut-être des éléments qui vont tout de suite rapporter énormément à notre économie, mais les attentes des Gabonais se situent là. Et ce qui va faire en sorte que le président
de la République et son gouvernement arrivent à capitaliser sur l'amour et l'adhésion qu'ils ont su créer chez les Gabonais, ce sera surtout de répondre à ces attentes du quotidien. Sauf qu'il faudra avoir de l'argent et donc la capacité de financement pour répondre à ces besoins-là, justement. Oui. Alors, l'autre point important, c'est celui lié à la corruption. Les attentes des Gabonais se situent aussi à ce niveau. Comment arriver à résoudre cette problématique liée à la corruption au Gabon pour les 7 prochaines années? La corruption est appelée à disparaître, du moins à diminuer dans notre pays. Et je pense que ces 19 derniers mois ont fait leur preuve. Il y a forcément une baisse de la corruption. Le système n'est plus le même. Chaque système vient avec ses qualités et ses défauts. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, le système présidentiel du président Oligui puisse laisser une part belle à la corruption. Il le dit toujours de façon assez ferme. Il est contre la corruption. Et il est le premier à la dénoncer. Cette corruption-là, bien évidemment, va disparaître. Mais pour qu'une corruption disparaisse, ça dépend du secteur d'activité dans lequel nous parlons. Par exemple, au niveau de la justice, il faut donner effectivement des moyens conséquents aux magistrats pour qu'ils puissent faire leur travail en toute sérénité. Je pense qu'il y a de véritables leviers possibles pour que, au niveau de la magistrature, nous puissions faire descendre, stopper complètement cette corruption-là. Le magistrat doit être pris en considération. L'enseignant doit être pris en considération pour stopper cette corruption-là. Après, dans d'autres secteurs d'activité, par exemple le commerce, au niveau des impôts, patati patata, il faut que des sanctions fortes soient prises dans les cas de corruption avérés, dans les cas de détournement avérés. Ça a déjà été le cas ces 19 derniers mois. On a vu quand même pas mal d'arrestations. La corruption n'a plus sa place dans la nouvelle ère que nous connaissons aujourd'hui, selon moi. D'accord. Lisiane Ndeher. Alors, pour moi, la corruption est à voir à différents niveaux. Déjà, comme source de financement, ce que les Gabonais attendent, c'est la réduction du train de vie de l'État. Ce qui crée la frustration chez les Gabonais, c'est de voir une certaine classe de personnes, notamment ceux en responsabilité au niveau de l'État, mener un train de vie dispendieux et eux vivre avec moins que nécessaire. Il va falloir que nous fassions des arbitrages. Est-ce qu'il est nécessaire que tous les directeurs généraux de l'administration roulent en VX? Non. Nous pouvons dire que maintenant, les véhicules de fonction, ce sera une certaine catégorie de véhicules. Un directeur général n'a pas besoin d'avoir un 4x4 de luxe, par exemple. Et nous aurons des véhicules d'appui qui seront, eux, réservés, par exemple, aux missions terrain, qui peuvent être un certain type de 4x4, mais pas de luxe, des 4x4 utilitaires. Ça, déjà, ça peut réduire énormément tout ce qui est train de vie de l'État. Ensuite, il va falloir que nous ayons un regard beaucoup plus pointu sur l'utilisation des budgets et des deniers publics. L'opportunité des missions. Nous savons qu'il y a des fonctionnaires qui s'abrogent des missions tout simplement pour avoir des frais de mission. Et au retour de ces missions-là, ils ne sont même pas capables de rédiger un rapport de mission en bonne et due forme. Qu'est-ce que ça nous rapporte d'envoyer des fonctionnaires gabonais aller faire des partages d'expériences, aller assister à des séminaires, des formations, et qui n'arrivent même pas à venir implémenter la moindre petite mesure pour améliorer, par exemple, le fonctionnement de l'administration. Tout ça, ce sont des poches de financement. Pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, il y a aujourd'hui de nouvelles méthodes, notamment avec l'introduction des nouvelles technologies. Nous l'avons vu au Rwanda avec e-tax, où tout le paiement de toutes les taxes est dématérialisé. Ce qui fait que même l'agent public, le policier ou l'agent de la mairie ou de la Gaza qui vient infliger une amende à un opérateur économique ou à un contribuable ne touche plus l'argent public. Tous les paiements sont dématérialisés. Aujourd'hui, nous avons le mobile banking qui prend un essor considérable au Gabon, notamment avec Move Money, Airtel Money. Il va falloir que les comptables publics s'asseyent pour voir comment est-ce que c'est possible de dématérialiser pour que les personnes qui sont en charge de récolter l'argent public ne soient plus directement au contact de l'argent. Aussi, il va falloir réformer notre justice, en ce sens qu'il faudra une justice beaucoup plus équilibrée. Aujourd'hui, pour peu qu'un jeune délinquant aille voler chez vous, il ira directement en prison, mais qu'en est-il des personnes qui pillent le budget de l'État? Il faut également que nous voyions ces personnes aller en prison. Il ne faut pas simplement que ce soit le Gabonais lambda qui subisse les foudres de la justice, il faut également que les personnes
qui ont atteint un certain niveau de responsabilité au niveau de l'État et qui ont mal géré l'argent public se retrouvent également en prison, que la justice sévisse de la même manière pour les forts que pour les faibles. D'accord. Nicolas Nguema, vous souhaitez certainement rajouter quelque chose, mais ce sera votre mot de la fin. Que retenir ce jour sur ces attentes? Non, je pense que tout a été dit. Ça a été bien synthétisé par madame. Je pense qu'on a tous les mêmes attentes, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, c'est mettons-nous au travail, tout simplement. Le vin est tiré, il faut le boire. Il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on accompagne le chef de l'État et que nos mentalités changent. Donc nos mentalités, effectivement, ça passe par la corruption, ça passe par l'implication, ça passe par le patriotisme que le président a mis en place ces 19 derniers mois pour le faire renaître et ressurgir chez les Gabonais, ce qui passe très bien. Donc aujourd'hui, nous avons un travail à faire. L'essor de notre pays, le développement de notre pays, c'est ce que les Gabonais attendent. D'accord. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous étiez Lisiane Neyer, analyste politique, Nicolas Nguema, vice-président du PLC, le Parti politique pour le changement. Merci d'être passé sur le plateau spécial de Gabon 24. Et à vous également qui nous avez regardé, n'oubliez pas, l'actualité se poursuit. Au revoir.